Puisque nous sommes le 20 décembre 2017, jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage à l'île de la Réunion, qu'on appelle ici la fête CAF, posons-nous cette question: le celtisme a-t-il permis un esclavage moins brutal à l'île Bourbon? Voilà bien une question qui ouvre un débat passionné. Je l'ai dit et je le redis, il n'y a pas de raison de penser que l'esclavage à l'île Bourbon ait été plus modéré qu'ailleurs, surtout lorsqu'il est définitivement cadré en 1723, ordonnance royale s'inspirant du Code noir de 1685 qui ne s'appliquait à l'époque qu'aux Antilles. Mais les avis des Réunionnais ne sont pas tous aussi partagés. Beaucoup refusent de se poser ce genre de questions simplement par souci du vivre ensemble. L'esclavage a existé dans l'île, c'est un fait historique. Mais est-il nécessaire de ramener trop souvent son souvenir comme un leitmotiv douloureux qui ne fera qu'envenimer les relations humaines, se demandent certains Réunionnais. L'important n'est-il pas de pouvoir partager cette formidable image de métissage heureux que la Réunion offre au monde entier? Elle n'est pas la seule à le faire. Les autres îles des Mascareignes, l'île Maurice, Rodrigue l'offrent également. Mais tout visiteur peut constater que le métissage de l'île de la Réunion est exceptionnel par sa généralisation et les effets admirables de sa diversité. Les créoles réunionnais ont majoritairement des beaux traits et des variétés de teint de peau qu'envient les touristes de passage. Les Miss Réunion sont souvent bien placées dans les concours de beauté. Si ce métissage a pris de nos jours une telle ampleur, c'est parce qu'il est ancien, originel de la société réunionnaise il y a 350 ans. Selon l'encyclopédie en ligne Hérodote, l'esclavage caractérise le fait de priver un être humain de ses droits, droit de choisir son travail et son lieu de résidence, droit de fonder une famille et d'élever ses enfants, droit de s'instruire et de nouer des relations avec les personnes de son choix, droit de se déplacer à sa guise, et ainsi de le réduire au statut d'un bien mobilier qu'on peut acheter ou vendre à volonté. Comment donc reconnaît-on qu'un individu est esclave? Par le fait qu'il est attaché au lieu où son maître le maintient pour travailler, qu'il n'y possède aucun droit sur sa propre personne et qu'il peut être vendu comme un bien meuble. Le serf en France, jusqu'au XIIe siècle, ne peut lui aussi quitter la terre, ce qu'on appelle la glèbe, où on l'a assigné. Il doit travailler gratuitement pour le domaine ou pour l'État, les corvées d'entretien du château, des douves, des voies d'accès, etc. Il paie des impôts à son châtelain, parfois au roi et même à l'Église. Alors ces impôts s'appellent le cens, le champard, la taille, la gabelle, la dîme. Et il peut être enrôlé de force dans l'armée du Seigneur, c'est l'ost. Certains aspects de la situation juridique du servage rappelaient la servitude. Les serfs étaient attachés à la terre, ils ne pouvaient se marier en dehors de la seigneurie, sauf en payant le droit de fort mariage. Leurs mains ne pouvaient transmettre à leur descendance, c'était une main morte, sauf si la famille rachetait cette incapacité. C'est pourquoi, lorsque les conditions économiques le permirent, les serfs cherchèrent à s'émanciper. Donc c'est une citation de Jean-Pierre Beau dans un cours d'histoire de droit du travail sur le servage à l'université Paris X. Le servage n'est donc pas véritablement l'esclavage. À partir du XIIIe siècle, il disparaît lentement en France. La Bretagne a une belle longueur d'avance,
puisqu'il a été aboli dès le Xe siècle par le duc Alan Barbetorte, lorsque celui-ci réussit à chasser les Vikings de son territoire. Afin de faire revenir les paysans sur leurs anciens domaines seigneuriaux, le duc leur offre la liberté. Même les serfs des comtés voisins qui les accompagnent y deviennent automatiquement libres. Les seigneuries d'Anjou, du Maine, de Normandie et du Poitou doivent donc elles aussi renoncer rapidement au servage pour ne pas perdre toute leur paysannerie. Ceci fait que la condition d'homme libre sera toujours plus vigoureusement défendue dans l'ouest de la France. La distinction entre serfs et esclaves ne se trouve pas dans leurs conditions de vie très semblables, mais surtout dans le fait que le premier, le serf, n'est pas vendable individuellement et a une autonomie limitée. Par contre, les serfs d'un domaine qui change de propriétaire sont comptés dans l'évaluation du prix de vente et n'ont que le choix d'accepter leur nouveau propriétaire. À l'île Bourbon, la déclaration du roi d'août 1664, par laquelle la compagnie avait été fondée, l'autorisait en principe à établir sur les territoires sous sa domination tous les droits qu'elle jugeait utiles, même le droit d'esclavage. Mais 2 mois plus tard, le 26 octobre 1664, paraissaient les statuts, ordonnances, règlements de la compagnie, et ce texte destiné à servir de loi à Madagascar et dans les îles voisines revenait sur la question de l'esclavage en interdisant formellement la pratique. Les premiers colons, comme leurs gouverneurs, n'ont donc pas le droit de vendre les habitants du pays et doivent traiter humainement ceux qu'ils prennent à leur service. Il est clair que pour le rédacteur de cette déclaration, l'image de l'esclave est celle d'une marchandise animale qu'on achète et qu'on peut bastonner comme on le veut et comme on le ferait pour une bête de somme rétive. À partir de là, toute autre vision d'une exploitation outrancière, excès de travail, rémunération trop faible ou inexistante, rigueur du règlement établi par le patron, qu'on pourrait assimiler à de la servitude, n'est pas de l'esclavage. Lorsque des auteurs comme Barassin ou Constantin dans les années 1950 parlent d'esclaves en publiant les chiffres des premiers habitants de l'île Bourbon, ils utilisent un terme qui ne correspond pas au statut des serviteurs noirs, puisqu'ils n'ont pas été vendus aux colons. D'ailleurs, ceux-ci, les colons, les considèrent-ils comme des esclaves? C'est peu probable, puisqu'ils n'utilisent jamais ce terme. Ils parlent de leurs serviteurs ou de leurs noirs. L'historien Oh Hai-Kang reconnaît que l'opinion générale des historiens est que durant cette période, l'esclavage interdit par les statuts de la colonie était absent et que prévalait une certaine égalité juridique entre tous. Les indices les plus souvent cités comme preuve de cette égalité sont que sur les premiers registres de baptême de Bourbon se trouvent mêlés les noms des Malgaches et ceux des colons blancs. Une page plus loin, il écrit « Par ailleurs, les documents de l'époque mentionnent qu'en novembre 1672, le Jules, un bateau, a déposé à Bourbon 15 prisonniers noirs de Saint-Thomé. Il se peut qu'ils aient été réduits à l'état d'esclaves, puisque c'était à l'époque le sort couramment fait aux prisonniers noirs. » Oui, mais ce sont des prisonniers de guerre et qui n'ont pas été vendus de surcroît, mais simplement mis au service des colons. La supposition qu'ils soient devenus esclaves ne repose sur aucun début de preuve. À la page suivante,
l'auteur insiste sur son hypothèse et la contredit aussitôt. Voilà ce qu'il dit. En somme, une hypothèse hautement vraisemblable est que des esclaves existaient dès les premières années du peuplement définitif de Bourbon, mais une question redoutable se pose immédiatement. Comment expliquer le fait que presque aucun document écrit de l'époque ne le mentionne? Il est possible d'avancer deux causes. Tout d'abord, officiellement, l'esclavage est interdit. Ensuite et surtout, le rapport entre le maître et l'esclave n'est pas empreint de violence et pour cette raison même ne révèle pas sa véritable nature. Toujours Oh Wang-Kyong. Pourquoi ne pas dire alors que ces gens ne peuvent pas être dits esclaves puisque les deux conditions du système esclavagiste ne sont pas réunies? Ils n'ont pas été vendus et ils ne sont pas maltraités. Ce sont donc des serviteurs. Ou alors, le seul fait qu'ils aient la peau noire leur donnerait automatiquement la qualité d'esclave, chose d'autant plus impossible que leurs patrons et surtout leurs patronnes ne sont pas tous blancs, loin de là. La grande majorité des colons de deuxième génération sont déjà tous métissés ou presque, naturellement très bronzés. N'oublions pas que ces premiers habitants sont des Robinsons, vivant de cueillette, de chasse et de pêche, que beaucoup s'adonnent à la boisson, comme le souligne Antoine Boucher, le gouverneur, qu'ils ont bien de la peine à fonder des foyers par insuffisance d'épouses. Leur préoccupation première n'est certainement pas la production organisée. D'ailleurs, ils ont très peu de personnel. Même en 1704, à un moment où on peut penser qu'un esclavage de fait existerait déjà, toujours illégal, vu les statuts de la compagnie. Le nombre de travailleurs par colon reste faible, inférieur à 4 en moyenne. Quand l'esclavage de fait a-t-il commencé? C'est difficile à dire. Même ce que Oh Wang-Kyong considère comme le premier acte de traite apparaît contestable. Voilà ce qu'il écrit. C'est à la fin des années 1680 que le commerce des esclaves apparut à Bourbon. Le 27 mai 1687, un moine portugais revendit à un habitant de l'île un esclave âgé de 12 ans qu'il avait lui-même acheté en Inde. L'année suivante, Joseph Ambossé et Marie Milef furent achetés par des habitants de Saint-Paul. Pourtant, Mario Serbiab affirme que le jeune Indien n'a pas été vendu par le prêtre, mais donné. On remarque qu'en France, il n'est pas rare à cette époque, et même beaucoup plus tard, qu'un père de famille nombreuse, trop pauvre pour nourrir ses enfants, décide de placer l'un d'eux chez un riche fermier lorsqu'il est en âge de travailler pour qu'il puisse au moins manger à sa faim. Pour autant, on ne parle pas là d'esclavage. Rien ne prouve que le moine portugais n'ait pas ramené le petit Indien pour le sauver de la mendicité en Inde. Quant au couple de Malgaches acquis par des colons de Saint-Paul l'année suivante, a-t-il été importé de force dans l'île? Qui a reçu l'argent de la vente? On ne le sait pas. Donc ce ne sont pas là des preuves. Le premier cas avéré de traite à l'île Bourbon se situe bien sur le gouvernement de De Villers, près de 15 ans plus tard. Des Anglais proposent de vendre une quinzaine de Malgaches. Alors son prédécesseur de la cour de la Saulaie le fait de façon officieuse dès 1700, mais la traite légale et l'esclavage reconnu ne commencent qu'à partir de 1719, ou plutôt 1721, lorsque la compagnie du ministre Law reprend en main son monopole sur l'île Bourbon. Ce n'est qu'à partir de cette période, surtout de l'année 1725, que la traite se développe avec des centaines d'esclaves importés.
elle deviendra encore plus importante à partir de 1763. Il apparaît évident que les conditions de l'esclavage se sont durcies avec le temps et que ce sont bien les directives des gouverneurs, donc venus de l'extérieur, qui provoquent ce durcissement. Billiard, donc c'est un voyageur, en témoigne au début du XIXe siècle. Et voilà ce qu'il écrit. « Quoique leurs conditions ne soient pas plus malheureuses ici que dans leur pays, je n'ai jamais pu voir une traite de noir nouveau sans éprouver un serrement de cœur. Ce sentiment a encore été plus pénible quand j'ai vu la traite confisquée au profit du gouverneur, qui n'est pas pour les Noirs le meilleur des maîtres qu'on ait eu à leur désirer. » Donc déjà, le jugement vis-à-vis du gouverneur est particulièrement négatif. Quels sont les propriétaires d'esclaves qui copient le plus le modèle de gouvernement de l'île? Naturellement, les plus gros. Et là encore, le témoignage de Billard est précieux. Voilà ce qu'il écrit. « La plaine de Saint-Louis-du-Gol est possédée en partie par quelques riches propriétaires qui commencent à y propager la culture de la canne à sucre. Le reste de la montagne et de la plaine appartient à une peuplade d'un caractère particulier, chez qui les distinctions du sien et du mien ne sont pas encore connues. Les esclaves y sont en moins grand nombre que les maîtres, ils travaillent ensemble à la culture des terres, s'habillant et se nourrissant de la même manière les uns comme les autres. » Donc on ne distingue pas le maître de l'esclave. C'est donc bien sur les grands domaines du littoral que la condition d'esclave est la moins enviable. Revenons maintenant à la question qu'on se posait au début. Le celtisme a-t-il permis un esclavage moins brutal à l'île Bourbon? On vient de voir que rien ne permet de dire que l'esclavage existe depuis le début du peuplement et que les faits de traite avérés ne commencent qu'en 1700-1702, que le nombre d'esclaves par colon reste extrêmement faible en 1708. Cette période de 1665 à 1710 est celle dite des vieux habitants. Qui sont ces gens, si peu enclins à s'investir dans la production agricole, se satisfaisant de leur vie de pionniers en pratiquant avec passion la chasse et la pêche, se mariant sans préjugés avec des femmes de couleur, capables de tenir tête à un tyran gouverneur comme Vauboulon, s'organisant en directoire démocratique faute de gouverneur, refusant de s'inscrire dans le modèle esclavagiste et au final ayant un formidable esprit d'autonomie individuelle et collective. En 1996, j'avais cherché à le savoir à partir de la lecture du livre de Jules Bénard et Bernard Monge, L'épopée des 500 premiers réunionnais, tiré du mémoire d'Antoine Desforges-Boucher de 1713. Et voici ce que j'en déduisais. Sur les 500 premiers réunionnais répertoriés par Jules Bénard et Bernard Monge, comme ayant vécu dans l'île avant 1715, plus de la moitié déjà sont nés à l'île Bourbon même. Sur les 250 immigrés restants, 150 environ arrivent directement de France, dont 40 sont natifs de Bretagne et autant d'Anjou, du Maine, du Poitou et de la Normandie, les provinces limitrophes. Et ils ont des noms bien connus en Bretagne. Je voulais alors repérer l'influence bretonne. Mais en regardant ces chiffres, on arrive donc au chiffre de 80 Bretons et assimilés pour 150 Français, soit plus de 50%. Notons au passage que je ne considérais pas, déjà à cette époque, seulement les natifs de Bretagne comme bretons. Le droit du sol, sur le plan culturel, a encore moins de sens que le droit du sang. Suffit-il d'être né quelque part pour avoir hérité d'une culture?
Si on avait compté l'ensemble des natifs de toute la région ouest, et pas seulement ceux qui portent des noms bretons, on serait arrivé à un taux encore plus élevé. Conclusion, la grande majorité des premiers habitants de Bourbon ont des racines celtiques, ce qui explique leur tempérament bien trempé et leur sens aigu de l'égalité. Pour Billiard, c'est justement cette valeur qui manquait le plus aux gouverneurs du début du XIXe siècle. Et voilà ce qu'il dit. Il y a dans une colonie habitée par 23 000 personnes de conditions libres et par 60 000 esclaves, 4 cours souveraines, dont 3 sont composées de commis et de membres de l'ordre judiciaire. Il en est parmi ces derniers qui sont amovibles par volonté du gouverneur. On m'a assuré que les uns et les autres étaient d'une intégrité, d'une indépendance parfaite, qu'aucune considération ne les faisait dévier, pas même la crainte de perdre leur emploi. Le gouverneur dégrade les juges, casse les officiers publics. Ne faut-il pas que quelqu'un ait le privilège de l'immoralité? C'est une question que se pose Billiard. Même Pierre Poivre, nommé intendant des Mascareignes en 1766 et que l'on présente comme un exemple d'humanisme, ne dénonce pas clairement le système esclavagiste lorsqu'il écrit « Le seul moyen de prévenir les malheurs dont l'introduction des esclaves menace cette colonie est d'être juste et bienfaisant envers ces malheureux, de favoriser par les mariages la multiplication de ces ouvriers devenus nécessaires. » Donc Poivre ne propose pas l'abolition de l'esclavage, il propose simplement d'être doux avec les esclaves. On appelle cela, pour moi, le paternalisme. C'est une attitude aussi détestable que l'esclavagisme lui-même, dont les riches colons useront jusqu'à un passé récent. Ils tenteront de passer pour de bons bougres, cachant la méchanceté dont ils sont capables contre les esclaves récalcitrants. Madame Desbassins n'est-elle pas devenue ainsi la bonne providence? Owai Kang a une curieuse conception de la liberté quand il considère l'obligation de produire sur une concession comme une atteinte insupportable à la liberté de l'exploitant. Voilà ce qu'il écrit. L'habitant n'avait pas la possibilité d'utiliser la terre comme il le voulait. Il était tenu de produire selon des normes légales précises, décidées par la compagnie. Il apparaît donc que les habitants n'étaient pas des hommes libres, mais se trouvaient dans une situation juridico-économique vis-à-vis de la compagnie seigneur. Donc il considère la compagnie comme un seigneur, comme un système féodal. À cette époque, le paysan de France n'est-il pas soumis aux mêmes conditions avec le système du métayage? C'est le propriétaire qui décide des productions à faire. L'équivalent colonial du métayage, le colonnage, était toujours en application à La Réunion jusqu'en 2006. Et dans bien des cas, le propriétaire exigeait la culture de la canne à sucre, sans que l'on y voie une survivance féodale. Auguste Toussaint démontre clairement que le système fonctionnant à l'île Bourbon sous l'Ancien Régime est très loin des contraintes féodales. Il écrit « On constate que les habitants des îles, Mascareignes entre parenthèses, ne souffraient d'aucun de ces abus qui pesaient alors sur la France. On n'y connaissait pas de classe privilégiée. Le régime féodal n'existait ni pour les terres, ni pour les personnes. Le clergé, payé par le gouvernement, et au reste très peu nombreux, ne levait point de dîmes. Le commerce, l'industrie et les métiers étaient libres. Enfin, les colons ne payaient d'autres contributions que celles qu'ils s'étaient eux-mêmes imposées. C'est surtout le régime d'exclusivité qui pénalise les colons. Lorsqu'il disparaît, parce que la compagnie ruinée n'a plus les moyens d'assurer les transports, les colons peuvent librement commercer avec les pirates et ils s'enrichissent. Alors, Giovanni Borghesi remarquait en 1704
que ces insulaires ne font aucune dépense pour leur nourriture, ni pour leur logement, aucune pour marier leurs filles, et peu pour se vêtir. Ils ne paient d'impôt à aucun chef, ils sont tous riches. D'où pouvaient provenir ces capitaux? D'après les documents de l'époque, ils provenaient des pillages réalisés par les pirates. Donc c'est peut-être un peu excessif de dire que les colons, les premiers colons étaient riches, mais ils étaient au moins riches de ne pas payer d'impôts, hein, et de pouvoir commercer librement. En tout cas, ce témoignage montre la grande capacité des habitants de l'époque à user sainement d'un certain libéralisme dès qu'ils en disposent. Ils ne paraissent pas inféodés à un système et se débrouillent parfaitement pour s'auto-administrer, produire ce dont ils ont besoin et faire des actes de commerce pour s'enrichir. On retrouve là le tempérament celtique qui s'accorde parfaitement avec la liberté d'entreprendre et la liberté tout court. Les petits créoles en retireront un solide esprit d'indépendance. Chaque fois que les autorités tenteront de les soumettre à un régime basé sur la contrainte, ils s'en éloigneront, quitte à parfois crever de misère et de froid dans les hauts. Malgré les interdictions d'union entre blancs et noirs, les petits créoles perpétueront le métissage. Malgré les réglementations de la chasse et de la pêche, ils continueront à braconner. Malgré les recommandations des gouverneurs de limiter les affranchissements, ils libéreront la plupart de leurs esclaves pour ne plus être dans l'obligation de les nourrir. Et voici encore un témoignage de Owen Kyang. Avant 1723, le maître pouvait librement affranchir ses esclaves à condition qu'ils aient au moins 20 ans. À partir de la promulgation du Code noir, l'affranchissement devient plus difficile. C'est donc que la nouvelle compagnie veut restreindre des émancipations trop fréquentes. Et même lorsqu'elle dit octroyer les mêmes droits aux affranchis qu'aux libres, elle les réduit aussitôt, puisque l'article 5, interdisant les mariages interraciaux, l'affranchi ne peut épouser qu'une noire. Par ailleurs, l'affranchi pouvant posséder des esclaves, le même article lui interdit de vivre en concubinage avec les femmes esclaves sous peine d'amende. Cependant, si malgré cette interdiction, une situation de concubinage s'est installée avec pour conséquence la naissance d'enfants, aucune peine ne sera prononcée contre le noir libre s'il épouse, dans les formes prescrites par l'Église, son esclave. Celle-ci est alors affranchie et leurs enfants deviennent libres et légitimes. C'est important, hein? Si un libre, même de couleur, se marie avec une femme esclave, il le fait dans la règle du droit de l'époque, c'est-à-dire il se convertit au christianisme, il accepte d'être baptisé et il fait un mariage chrétien, eh bien la femme esclave devient libre et les enfants aussi. Pourquoi le rédacteur met-il toutes ces précisions? Parce que le nombre de libres de couleur est important, que beaucoup sont descendants des vieux habitants et que certains n'hésitent pas à se mettre en ménage avec des femmes de couleur, même esclaves. Or, il sait, le rédacteur, que ces métis libres n'accepteront jamais d'être réduits en esclavage, et qu'un couple libre-esclave risque de donner des idées d'émancipation aux autres esclaves. Il n'a donc d'autre choix que de permettre l'affranchissement de la concubine, et pour que l'acte prenne un caractère officiel, il impose le mariage chrétien. Personnellement, je ne dirais jamais que l'esclavage à Bourbon fut plus doux qu'ailleurs. Les esclavagistes, où qu'ils soient dans le monde, ne connaissant pas la tolérance et ne répondant à la soumission que par la violence. Mais je constate que certains colons, en l'occurrence les premiers installés, ne sont pas en phase avec le système esclavagiste, celui-ci ne correspondant pas à leur mentalité. Ils restent très attachés à leur liberté et à la notion d'égalité, parce qu'ils sont pour la plupart descendants de Celtes.
Ils ne sont pas plus moralistes ou plus chrétiens que d'autres, mais ne feraient pas à autrui ce qu'ils ne voudraient surtout pas qu'on leur fasse à eux, les réduire en esclavage. 100 ans plus tard, leurs descendants, les petits blancs, que Billiard décrit avec honnêteté, en disant qu'ils sont en grande estime d'eux-mêmes et ne pensent pas qu'on puisse avoir le droit de les commander. À la suite de ce jugement, il écrit une phrase un peu obscure, Billiard. « Pour ne point nous attirer de mauvaises affaires, distinguons les créoles des bas des créoles des hauts. Comme en France, il faut distinguer l'habitant des villes d'avec le simple paysan. Les temps eux-mêmes ne doivent pas être confondus. Il y a un siècle, les mœurs des habitants de Bourbon différaient beaucoup des mœurs que nous aurions à observer aujourd'hui. » Voilà la fin de sa citation. Sa conclusion sera peut-être applaudie par quelques historiens, mais je ne suis pas persuadé que les mentalités aient autant changé que le prétend Billiard en un siècle. D'ailleurs, au début de son livre, n'affirme-t-il pas que de tous les habitants de l'île, ceux de Saint-Joseph sont les plus rapprochés de ce que nous sommes convenus d'appeler l'état de nature. Les missionnaires qui vont les visiter, car il y a longtemps qu'ils n'ont eu de curé, se scandalisent de l'innocence de ces bonnes gens, à qui les formalités civiles et religieuses ne semblent pas d'une grande nécessité. Et il ajoute, ils vivent en paix entre eux, preuve que la pauvreté et l'absence de guide religieux ne sont pas incompatibles avec l'intelligence sociale. Mais revenons au début de sa phrase. Quelle mauvaise affaire Billiard craint-il de s'attirer en jugeant positivement ces petits créoles de Saint-Joseph? En fait, il évite de dire que les petits Bourbonnais ont la mentalité de son pays natal, la Bretagne, les riches colons des bas ayant plutôt celle de Paris, et que ces deux mentalités s'opposent radicalement, la première reposant sur l'autonomie locale et l'égalité, la seconde profitant du centralisme et de ses privilèges. Cette opposition, qui a des siècles d'existence, je dirais même des millénaires, fera débat tout au long du XVIIIe siècle, provoquant à la Révolution une immense révolte anti-parisienne dans le Grand Ouest, la chouannerie. À l'île Bourbon, l'année 1723 marque le passage à une économie nouvelle, celle du café. La Compagnie des Indes veut obliger les anciens habitants à planter des caféiers, mais surtout, elle aide les nouveaux arrivants en leur accordant à crédit des vivres et des esclaves. Qui sont ces immigrants nouveaux? Surtout des nobles désargentés, cadets de famille, et des fils de bourgeois à la recherche de profit. Le temps n'est plus où n'importe quel aventurier, compagnon ou pirate pouvait s'embarquer pour l'océan Indien avec comme seule ambition de vivre sous le soleil des tropiques. Wankan nous dit, pour cultiver les terres, il fallait des travailleurs. Tous les éléments de base du mode de production esclavagiste étant réunis, la traite des esclaves se développa. Alors qu'en 1714, les esclaves étaient encore minoritaires, 40% de la population, en 1735, ils étaient devenus largement majoritaires, 80% de la population. Les Malgaches formant la plus grande partie, 76%, devant les Africains, 14%, et les Indiens, 9%. La colonie, qui compte environ 600 esclaves en 1715, en possède 6000 en 1732, multiplié par 10. Une autre ère est arrivée, qui ne sera pas à l'avantage des descendants des premiers colons. Si le café enrichit la compagnie et quelques centaines de colons, il ne donne pas à manger à la majorité de la population qui souffre cruellement du manque de développement des cultures vivrières
d'autant plus que la masse de plus en plus importante d'esclaves fait concurrence sur ce plan à la population en place. Et toujours un témoignage, nettement insuffisante au début des années 1730, l'économie vivrière commença à se développer sous l'impulsion de Labourdonnais. S'il encouragea la production de vivres, c'était tout d'abord pour résoudre la crise alimentaire qui sévissait durement dans l'île jusqu'à son arrivée. C'est Labourdonnais qui introduit la culture du manioc, remplaçant avantageusement le blé, le riz et le maïs dans l'alimentation des esclaves notamment. Il reste le grand homme de cette époque. Et même si les colons bourbonnais lui garderont rancune d'avoir préféré l'Île-de-France pour son gouvernement, ils lui doivent beaucoup. Grâce à lui, en 1742, il bénéficie de la levée du monopole de commerce de la compagnie durant 6 ans. C'est-à-dire que là, les colons vont pouvoir commercer librement. Les habitants peuvent enfin commercer avec l'extérieur. Certains s'enrichissent, mais la prospérité dure peu de temps à cause de la guerre. Dans l'esprit de Labourdonnais, la libéralisation des échanges devait faciliter l'approvisionnement des îles. C'est l'inverse qui se produisit. La reprise des hostilités avec l'Angleterre, 1744, rendit le trafic maritime risqué. Durant la guerre de 7 ans, 1756 à 1763, la liberté des échanges extérieurs fut rétablie. La compagnie n'avait guère le choix, la navigation devenait dangereuse. On le voit, les directeurs de Paris ne cèdent le monopole, puisque c'est un monopole qu'ils ont, l'exclusivité du commerce, que lorsqu'il y a danger pour leurs navires ou lorsqu'ils sont acculés par la faillite. Finalement, la Compagnie des Indes orientales, ruinée par la guerre, propose au roi le rachat des îles. Louis XV accepta. Ce ne fut nullement par volonté de porter secours à la compagnie, ni parce qu'il espérait tirer profit de Bourbon et d'Île-de-France. Son objectif ultime était de reprendre dans l'avenir les territoires perdus en Orient. Dans cette perspective, les Mascareignes pouvaient servir de point d'appui pour les entreprises de reconquête. À travers le rachat des îles, c'était donc en fait la conception politique générale de Labourdonnais qui se trouvait confirmée. Si Paris avait suivi les idéaux des 2 meilleurs stratèges celtes de la Compagnie des Indes, Labourdonnais aux îles et Dupleix en Inde, jamais les Anglais n'auraient aussi facilement démantelé l'Empire français dans l'océan Indien. Le second, Dupleix, reste pour les Français en Inde le plus regretté. Mais c'est bien le premier, Labourdonnais, qui a vu dès le départ l'utilité des îles comme base militaire arrière de la reconquête de l'Inde. Un siècle et demi plus tard, au XIXe siècle donc, un des gouverneurs anglais de l'île Maurice jugeait ainsi la prise de Madras par Labourdonnais. Mais il n'y a pas d'exemple. L'histoire coloniale de l'Angleterre, celle de la France et de la Hollande, de l'Espagne et du Portugal, ont enregistré bien des changements depuis 1746. Mais il n'y a pas d'exemple qu'un gouverneur colonial ait formé sur les lieux un corps d'armée local pour une conquête étrangère telle que la conquête de Madras préparée à l'île Maurice par Labourdonnais. Dupleix ne semble pas avoir compris qu'un empire franco-indien n'était possible qu'à condition que la France soit une puissance maritime de première grandeur. Labourdonnais, qui était un marin, s'en rendait lui parfaitement compte, et c'est bien pour cette raison que la création d'une marine des îles le préoccupait autant. On lui reproche d'avoir été un pourvoyeur d'esclaves, Labourdonnais, mais il soutient dans son mémoire écrit lorsqu'il était embastillé qu'il ne l'a fait que par obéissance à ses supérieurs de Paris. Le haut fonctionnaire Auguste Billard, qui dénonce sans réserve l'esclavagisme, se fait aussi l'avocat des colons des Mascareignes en 1820. Voilà ce qu'il écrit. La compagnie s'était chargée d'approvisionner
la colonie d'esclaves comme elle l'approvisionnait de toute autre chose. Ce qu'il y a de plus étrange, c'est d'en vouloir au colon lui-même, qui subit aujourd'hui la peine d'un délit que, pendant plus de 2 siècles, on l'a encouragé à commettre. C'est quand même bien la compagnie qui a institué l'esclavage. Billiard prétend que la servitude à l'île Bourbon est moins sévère qu'aux Antilles et que la condition d'esclave y vaut parfois mieux que celle de libre pauvre. Il affirme que le blanc qui veut récompenser un bon noir ne l'affranchit pas toujours. Il aime mieux en faire un fermier sur un terrain que celui-ci doit cultiver lui-même. Cette solution ne paraît-elle pas plus humaine que celle de libérer un esclave sans lui donner aucun moyen d'existence? La plupart des libres, c'est le nom qu'on donne aux affranchis, viennent accroître la population oisive des villes et des bourgades, écrit Billiard. On retrouve chez lui la même attitude critique vis-à-vis du pouvoir central que ses ancêtres bretons. Et voilà ce qu'il écrit. D'après un règlement nouveau, on fait donner 30 coups de fouet à l'esclave qui porterait sur lui quelques bijoux ou quelques tissus recherchés. On veut empêcher la traite et on la rend nécessaire par l'accroissement des charges. On parle d'humanité et l'administration est plus rigoureuse envers les esclaves qu'elle ne l'a jamais été. Il confirme ainsi ce que je pensais. L'esclavage à l'île Bourbon est plus dur au XIXe siècle qu'il ne l'était au XVIIIe. Il concerne surtout beaucoup plus d'individus et se concentre sur les grandes propriétés sucrières, où il n'est pas rare de trouver 300 à 400 esclaves par domaine. En 1779, on recensait environ 30 000 esclaves. 30 ans plus tard, ils sont 65 000. Billiard pense qu'ils peuvent être en fait beaucoup plus nombreux, mais que les propriétaires font de fausses déclarations aux autorités par crainte de se voir surimposer en capitation la taxe sur l'esclave. Sous la période anglaise, à partir de 1810, le nombre d'affranchis augmente. Cela pourrait expliquer la grande révolte des esclaves de Saint-Leu de 1811, ceux-ci réclamant la liberté que d'autres ont obtenue. Au retour de l'île à la France, après avoir été anglaise pendant 5 ans, le gouvernement de Louis XVIII prend des mesures strictes pour limiter les affranchissements. Et ça recommence. Donc, en réponse à la question posée au début de cet exposé, à savoir si le celtisme aurait permis un esclavage moins brutal dans l'océan Indien, qu'il a certainement retardé l'esclavage de masse qu'ont connu très tôt les Antilles, avec tous les excès de rigueur que celui-ci entraîne. On ne gère pas des centaines d'esclaves comme on gère 2 ou 3. Mais surtout, il a provoqué la formation d'une communauté de petits créoles pauvres, ne possédant plus d'esclaves ou en ayant très peu, ce qui a évité une ségrégation raciale trop sévère et a même créé une certaine solidarité intercommunautaire. Très rapidement, après l'abolition de 1848. Petits blancs et noirs réalisent alors qu'ils subissent le même mépris des grands propriétaires. Plus tard, ils se retrouvent souvent côte à côte à travailler dans les champs de canne. Ils ne sont plus esclaves, mais soumis à la même rigueur et pour des salaires de misère. L'ombre de l'esclavage. À une prochaine fois.